Donc, comme déjà annoncé, comme le programme avait été partagé sur des flyers comme ça, euh, nous aurons trois parties. Je me chargerai de la première partie, la, la, la méthodologie théorique de l'intelligence artificielle pour pouvoir fabriquer un modèle. Et la partie 2 et la partie 3, ce sont mes co-présentateurs qui vont se charger de le faire. La première partie dont je vais présenter ne sera pas aussi pratique que ça. Elle sera toujours un peu toujours théorique, mais à la différence que on va essayer un peu d'aborder certaines étapes et c'est, d'après moi, le basique, le minimum, c'est qu'on a besoin de faire quand on est en train de travailler sur un projet de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on aborde la chose et qu'on sort? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à cela? Ce n'est pas toujours évident, mais ensemble, on va essayer de voir les différentes étapes dont, au courant de mes recherches, j'ai pu gagner comme expérience. Ok. Let's continue. OK, la première partie est présentée par moi. Et on commence directement par la première question, How to identify the business problem. Juste pour ceux qui sont là, le chat est ouvert. Ceux qui veulent poser des questions par chat, vous pouvez le faire. Et si peut-être je ne lis pas rapidement, vous pouvez aussi m'arrêter. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, pour aussi me stopper. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre la phase des questions-réponses. Donc, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui n'est pas bien cerné et que vous trouvez que ce n'est pas suffisamment clair pour vous, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Même si ça me dépasse, on va chercher ensemble à trouver une réponse, ce qui est sûr, mais rien ne va nous dépasser. Nous sommes tous forts ici, je suppose. Donc, la première partie, c'est directement comment identifier le business problem. Ça peut nous paraître bizarre, mais l'un des gros challenges quand on veut réaliser une application, quand on veut développer une solution de l'intelligence, une solution de l'intelligence artificielle, il est aussi important pour nous d'identifier d'abord le problème. C'est qu'on appelle généralement le problème minimal. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on veut exactement résoudre? Parce que tant que tu n'as pas défini ton écosystème, tant que tu n'as pas compris ce que tu veux résoudre, il est vraiment difficile de parler de solution. On crée une solution quand on a déjà identifié un problème minimal qu'on veut résoudre. C'est en ce moment qu'on se replie pour voir quels sont les ensembles de solutions qui peuvent nous aider à résoudre un problème spécifique. Sans cela, croyez-moi, il sera difficile de résoudre un problème. Donc, d'entrée de jeu, pour aller plus loin, je vais d'abord essayer de répertorier euh, l'ensemble des problèmes qui sont le plus souvent résolus en entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de l'AI qu'on rencontre généralement en entreprise et qui ont déjà eu, oui, dont on a eu déjà à trouver solution. Bon, parmi ces problèmes ou parmi ces solutions qui ont déjà été créées, on a par exemple le customer support. Le customer support, peut-être que je peux aussi préciser, tous mes slides seront en anglais et je vais expliquer en français. Si parmi vous, il y a une personne qui souhaite de l'explication en anglais, il peut aussi demander et on va se battre pour le faire. Si une personne aussi estime que ce qu'on a écrit n'est pas bien lisible, en tout cas, j'essaie directement de traduire en français au fur et à mesure que j'évolue. Donc, le premier problème qu'on a, bon, ben, la première solution qu'on a, c'est le customer support. Le customer support a été amélioré, ou bien ce problème a trouvé des solutions grâce à des outils qui ont été développés par l'intelligence artificielle comme le chatbot. Pour ceux qui savent, aujourd'hui, on a tellement de chatbots, des chatbots qui sont intégrés au site web, qui sont intégrés
à nos différentes applications comme Telegram, WhatsApp et plein d'autres applications où on utilise le chatbot qui nous rendent cela plus facile, qui nous permettent d'avoir une interaction parfois réelle avec, avec une intelligence artificielle qui est en arrière-plan et qui fait un ensemble de choses pour nous. On a déjà entraîné on a déjà entraîné un modèle avec un ensemble d'entités et tout ça et comme ça. Et quand tu envoies une request, il connaît déjà qu'est-ce qu'il peut te renvoyer. Et quand ça ne passe pas avec un ensemble de phrases qui a été constitué comme ça, on envoie parfois par défaut une question pour guider l'utilisateur. Ceci a permis déjà à à réussir ce problème de customer support qu'on avait par le passé. On a aussi le test et le Natural Language Processing Analysis qui également ont permis à aider à résoudre certains problèmes qui étaient liés au customer support sans pour avoir à perdre assez de temps ou bien à faire de la sorcellerie comme on connaît bien le faire parce que c'était aussi facile d'avoir toutes ces informations-là sans trop faire d'efforts. Il y a le voice and face recognition et le intent prediction. Avec toutes ces choses-là, vous voyez, le customer support a pris un coup très évolutif parce que le intent prediction, ça permet de prédire déjà ce que un client peut, par exemple, dans un supermarché ou dans une boutique, avoir envie. Si la dernière fois, on parlait un peu de ça, si vous vous souvenez, parfois on dit quand vous visitez, par exemple, un site de vêtements, il suffit que vous choisissez une certaine taille de façon continue. Et prochainement, quand vous venez sur le site, on vous propose déjà les vêtements avec cette taille-là, ou bien un certain type de vêtements. C'est presque les mêmes algorithmes qui se passent derrière avec le TikTok et comme ça, ou quand tu visites ou quand tu visites un certain contenu régulièrement, dès que tu ouvres ton TikTok, c'est parfois ça qui revient et consomme. Il y avait aussi ce gros problème qu'on avait avec le data analysis, avec des énormes données qu'il fallait étudier, qu'il fallait traiter, et malheureusement qui était un peu difficile pour nous, les hommes, parce que ça mobilisait un ensemble de ressources pour seulement étudier les données et d'en tirer de la valeur et comme ça. Alors, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a plusieurs mécanismes qui font cela de façon automatique pour nous et on se rend compte que cela nous permet d'améliorer le marketing, par exemple, en fonction des données qu'on a analysées et aussi de faire des prédictions pour le business ou bien pour l'activité qu'on est en train de réaliser. Et en fin de compte, ça nous permet aussi de pouvoir générer des rapports très solides et sans plus avoir besoin vraiment d'une grande intervention de l'homme. Nous avons aussi le demand forecasting. Le demand forecasting qui, en principe, était pas aussi facile de pouvoir prédire ou de pouvoir euh, euh, observer avec une certaine précision. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il devient pour nous plus facile d'utiliser cet outil-là de pouvoir faire ce forecasting-là sans trop se casser. Il y a beaucoup d'exemples déjà qui sont en ligne et qu'on peut utiliser. Après, nous avons aussi la fraude. La fraude qui est un mécanisme qui, jusqu'aujourd'hui, la plupart des gens font face toujours à cela parce que dans les banques ou bien dans presque toutes les institutions qu'on rencontre, il y a toujours ce problème de fraude. Et chaque fois, on essaye de trouver comment faire pour réduire cela, pour trouver une solution qui va pouvoir pallier à ce problème.
Mais à chaque fois qu'on trouve une solution, il y a toujours des génies qui trouvent un moyen de le contourner. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous aide. Ce n'est pas à 100% sûr, mais il y a quand même des mécanismes qui sont mis derrière qui nous permettent de pouvoir identifier les fake comptes, par exemple sur les réseaux sociaux ou bien sur des sites et consorts, en fonction d'un ensemble de mécanismes et d'évaluation et de précision. On peut dire un compte, si déjà à 70%, il ne remplit pas un certain nombre de conditions et consorts, on peut conclure que ce compte est un fake et directement on le supprime ou bien on le bloque, des choses comme ça là. Et aussi, avec le email phishing, des gens envoient des mails personnalisés avec des liens où, quand tu cliques, il est possible d'avoir accès peut-être à ta machine et un ensemble d'autres choses, des consorts, pour nous tirer les informations confidentielles. Ce sont tellement des mécanismes. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut carrément, même depuis cette configuration, pouvoir résoudre ce problème-là. Le spam et consort, il suffit d'un clic et consort, tu dis prochainement, s'il y a de mail, renvoie le spam, ça ne m'intéresse pas et consort. C'est des trucs aussi qui ont été mis derrière par l'intelligence artificielle. Ça permet automatiquement d'entraîner un modèle et prochainement, dès que ce type de message arrive, on n'a plus besoin de le voir dans notre inbox. Ça passe directement dans le spam ou bien on peut directement l'enregistrer comme un phishing mail. Et à l'avenir, on n'aura plus ce problème-là. Une autre innovation, un autre point, un autre problème dont l'intelligence artificielle est venue nous aider aussi, c'est image and video recognition. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et l'évolution de la technologie, ceux qui ont aussi des portables aussi développés, même ceux qui n'en ont pas, ils vont se rendre compte que même nos caméras ont beaucoup évolué. Les caméras de nos portables ont beaucoup évolué. Parfois, il suffit juste avec une capture écran, ou bien euh, tu filmes un immeuble, oui, tu filmes un immeuble, et avec cette photo, avec ta caméra, tu peux avoir des informations approximatives sur le matériel qui a été utilisé pour construire l'immeuble, ou bien depuis combien d'années l'immeuble a été conçu, et un paquet d'autres choses qui peuvent te donner comme information, peut-être la localité, le lieu où ça se trouve et qu'on sort. Bref, toutes ces informations-là, qui sont cachées derrière une seule image. Ce sont des mécanismes qui ont été mis sur pied par l'intelligence artificielle pour le faire pour nous de façon automatique. On peut aussi rapidement, on peut aussi rapidement détecter des coins, des objets et même des segmentations à partir de ces intelligences artificielles-là. Donc, un autre point qui est aussi très important, predicting customer behavior. C'est aussi un point dont la plupart des e-commerce, des sites de e-commerce avaient vraiment besoin pour pouvoir faire du marketing effectif, pour pouvoir aussi pouvoir prédire la tendance concernant le style vestimentaire ou bien ce que la plupart des, des clients souhaitent ou aimeraient. C'est un ensemble de ces choses-là aussi. L'intelligence artificielle est venue nous aider parce qu'il le fait pour nous de façon automatique en fonction des données qu'on sauvegarde. À chaque fois que vous naviguez sur un e-commerce et qu'on sort, il y a un ensemble d'actions qui est sauvegardé et donc vous n'avez même pas idée en fonction de la localisation, en fonction de ce que vous considérez comme produit et consort et tout et tout. On connaît déjà ce que prochainement on peut vous offrir, on peut vous présenter et on connaît aussi déjà comment est-ce qu'on peut gérer le stock. C'est-à-dire, le e-commerce connaît déjà, OK, il y a tel stock qui est le plus souvent visité, même pas acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont intéressés. Peut-être que c'est le prix qui ne passe pas.
où les gens sont intéressés, mais c'est la qualité qui ne passe réellement pas. On peut commencer par baisser un peu le prix pour voir s'ils vont acheter. Et ainsi de suite. Ce sont des mécanismes qu'on le fait avec l'intelligence artificielle. Et cela nous rend aussi la vie, je dirais, beaucoup mieux agréable. Au niveau de la productivité, on avait aussi ce problème-là où on avait des difficultés de pouvoir prédire, de faire une maintenance prédictive et de prédire la maintenance et aussi de pouvoir commander le matériel automatiquement qu'on aura besoin pour certains travaux et qu'on sort. Et pourtant, avec certaines fréquences, on peut déjà faire des prédictions. C'est-à-dire, on a des données. On sait qu'après chaque 3 années, on a telle machine que même étant neuve, elle aura une certaine panne qu'il faut une certaine somme d'argent pour dépanner et qu'on sort. Donc, déjà avec toutes ces informations-là, on peut les rassembler et pouvoir faire une prédiction. Donc, là, c'était un peu un ensemble de problèmes de l'intelligence artificielle. Là, c'est un ensemble de problèmes dont l'intelligence artificielle a déjà pu trouver solution dans des compagnies. Bon, maintenant, est-ce que chaque fois que je vais penser à l'intelligence artificielle, je vais forcément avoir envie de refaire ce que tout le monde fait? C'est ça aussi qui est le challenge qu'on a de nos jours. Le problème, les problèmes que le Cameroun rencontre aujourd'hui ne sont pas les mêmes que l'Allemagne, la Chine, le Canada, les États-Unis. Le Togo rencontre. Chacun, avec son écosystème, a ses difficultés, a ses problèmes. Il est donc question pour nous autres, si nous souhaitons être intéressants, si nous souhaitons faire quelque chose de bien, de pouvoir réfléchir à notre manière, comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour pouvoir pallier aux problèmes de notre écosystème, de notre société. Comment est-ce que nous pouvons vraiment le faire? Et ici, c'est l'endroit, je dirais, idéal pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour identifier le problème. Et identifier notre business problem est la première étape pour savoir qu'est-ce qu'on veut réellement réaliser et à quoi est-ce que cela nous sera utile. Donc, là, on a fini avec les différents problèmes dont l'intelligence artificielle nous permet déjà de résoudre en entreprise. On va avancer avec les étapes dont il faut suivre pour pouvoir identifier nos problèmes, le business problem. Alors, pour l'identification du business problem, ça se fait communément en deux grandes étapes. La première étape, c'est de capturer le business. De capturer le business, on va en détail. Il y a un ensemble de trucs des choses qu'il faut regarder. Le deuxième point, c'est le AI Problem Framing, c'est-à-dire circonscrire le problème par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, le premier truc, c'est le business, c'est de capturer, c'est de circonscrire le business problem. Alors, après d'avoir fait cela, le challenge, ou bien le prochain challenge qu'on fait face, c'est de savoir est-ce que ce problème qu'on rencontre est un problème dont l'intelligence artificielle peut nous aider à traiter. C'est pour ça que j'ai dit au départ, l'intelligence artificielle nous permet de traiter, de résoudre beaucoup d'autres problèmes de la société, mais pas tous. Donc, on doit être attentif, on doit essayer de comprendre, de regarder et de voir à quel niveau est-ce que l'intelligence artificielle peut réellement nous aider à résoudre un quelconque problème. Dans le premier point du business capture, c'est d'abord l'identification du business area et le business owner. C'est-à-dire identifier la circonscription
où est-ce que on trouve, on, on veut apporter une solution. Parce que je ne parle pas plus de problème, mais je parle de solution. C'est-à-dire, on imagine déjà quel est le problème et après, on va devoir savoir quelles peuvent être les possibles solutions. Et les différents business owners sont ceux qui sont impliqués. Il faut savoir ceux qui sont impliqués dans tout cela. Donc, ces deux éléments-là, le business area, c'est-à-dire la zone où on se trouve, et les propriétaires, les owners, les propriétaires du business et consorts, ce sont eux qui nous permettent, ils sont un peu là, on prend un peu cela comme un point de référence. On le prend un peu comme un point de référence pour pouvoir délimiter déjà notre champ d'action. On a la zone, on a les propriétaires de la zone et le prochain point, c'est les stakeholders et les différents rôles. Donc, là, vous avez on a là les stakeholders et les différents rôles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux? Pourquoi est-ce que, ils sont mentionnés là? Ils sont pour nous très importants dans la mesure où une solution, on ne crée pas on ne cherche pas à résoudre un problème seulement pour déposer chez nous et être content qu'on a trouvé une solution. La solution doit bénéficier à un certain nombre de personnes. Et aussi longtemps qu'on crée une solution qui ne bénéficie pas à un grand nombre de personnes, alors ce qu'on est en train de faire n'aura servi vraiment à rien. Donc, il faut pouvoir prendre aussi toutes les parties prenantes qui figurent, les différents rôles associés. Avec ces différents rôles associés, on saura maintenant si ce qu'on essaye de faire aura de l'intérêt pour chacun de ces parties prenantes-là. Et donc, il faut savoir les différents rôles, les différents titres. Et en fonction de ça, on pourra faire une certaine analyse. Il faut savoir, est-ce que parmi eux, on a des analystes, on a des data scientists, on a des sponsors, un ensemble de choses. C'est vraiment du basique. Il ne faut pas vraiment trop entrer en profondeur. Donc, on a toutes les parties prenantes et leurs différents rôles. Le prochain truc, maintenant, c'est où on parle du problème. On a commencé au départ par se construire les business areas, les business owners, c'est-à-dire la zone de notre business et la zone de notre business et les propriétaires, ceux qui détiennent ce business-là. Par la suite, on identifie les différentes parties prenantes et leurs différents rôles. Avec déjà ces deux éléments, le prochain point qui est intéressant pour nous, c'est quel est donc le problème que ces deux éléments cités plus haut peuvent rencontrer. Qu'est-ce qu'ils rencontrent réellement comme problème? Donc, c'est à ce moment où on doit écrire, on doit trouver quel est le business problème qui mérite une solution. En d'autres termes, on peut se rapprocher des deux groupes qui ont été cités plus haut. Je veux dire ça veut dire le business owner et les différents stakeholders et les rôles pour savoir un peu leur routine. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui identifie un problème. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont toujours à l'aise de prendre leur houe et machette pour aller au champ, casser le dos pendant 5 heures, 8 heures de temps pour défricher et sacler, par exemple. Mais quand tu
viendra dire, OK, voilà, aujourd'hui, il y a des tracteurs, il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent vous faciliter la vie et augmenter, accroître votre productivité. Ils vont dire, ah, ça c'est vrai, ça existait. Donc, tout le monde ne, ça veut dire tout le monde n'est pas, tout le monde n'a pas l'aptitude à identifier un problème. C'est un peu ce que je veux expliquer là. Parfois, c'est quand vous causez avec ces gens-là que vous essayez de comprendre leur routine, de comprendre comment est-ce qu'ils font pour pouvoir résoudre un certain nombre de, mais pour pouvoir vivre, que vous vous rendez compte que, waouh, ceux-là, ils ont des problèmes dont ils ne sont même pas conscients. Alors, à ce niveau, voilà comment on découle sur un problème. Parce que on a essayé de causer avec les différentes parties prenantes, avec les propriétaires du business, et on se rend compte qu'il y a un ensemble de routines, un ensemble d'activités, un ensemble d'actions qui sont communément effectuées et dont on peut automatiser et dont on peut trouver une solution qui nous prendra moins de temps et parfois aussi moins de ressources et qui peut permettre aussi d'accroître notre rendement, notre productivité. Parfois, le problème peut paraître compliqué et dans ce cas, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de le découper en différents sous-problèmes et de les adresser de façon séparée. En ce moment, on essaye de subdiviser le problème identifié à différents sous-problèmes. On aura des différents sous-problèmes et c'est de cette façon qu'on pourra adresser chacun d'eux en fonction d'ordre de priorité ou bien des autres, en fonction de l'ordre de dépendance. S'il y a une certaine dépendance entre les différents, s'il y a une dépendance entre les différents problèmes dont on a identifié. Et pour tout ça, pour la question, qu'est-ce qui sera fait différemment? Qu'est-ce qui doit apporter le changement dans ce qu'on est en train de faire? Et qui sont ceux qui seront responsables des différents processus qu'il faut mener pour arriver, pour arriver à la solution ou bien au changement? Et par la suite, c'est pour la question, à quoi devrait ressembler une solution ou bien à quoi devraient ressembler les différentes solutions qui permettront de résoudre ce problème. Voilà. C'est un peu tout ce qu'on peut se dire autour de l'identification du problème. Comment est-ce qu'identifier le problème? Le prochain point, le prochain point, maintenant, c'est le business benefit. Comme je l'ai dit plus tôt, s'il arrive que vous travaillez sur une solution qui est l'intelligence artificielle pour un problème, et que ce problème-là, et que cette solution-là n'est bénéfique pour personne. C'est-à-dire, vous l'avez fait seulement parce que vous voulez aussi raconter aux gens qu'OK, on a aussi développé une solution de l'intelligence artificielle. Ça va être une bonne chose. Vous gagnerez en expérience parce que vous avez quand même parcouru un ensemble d'étapes pour arriver à développer une solution. Mais ça sera aussi du gâchis, du temps perdu. Aujourd'hui, on n'a pas tout le temps à perdre, quoi. Si vraiment vous le faites et que c'est dans un projet académique, comme vous l'a demandé, et que c'était seulement pour vous faire voir les différentes étapes qu'il faut, qu'il faut parcourir pour pouvoir, oui, parcourir pour pouvoir atteindre un certain nombre, pour pouvoir réaliser une solution. Alors, ça peut être intéressant, mais le plus souvent, c'est bien quand on le fait
en se mettant en tête que il faut que cette solution-là bénéficie à quelqu'un. C'est pour ça que le dernier point de tout ceci-là, de business capture, c'est le business benefit. On doit pouvoir estimer le bénéfice le bénéfice que cette solution, ou bien la solution qu'on va réaliser. Donc, on doit pouvoir la solution qu'on va mettre en place, on doit pouvoir identifier le bénéfice que doit générer la solution qu'on mettra en place pour résoudre ce business problem. On peut le calculer en fonction ou bien sur la base des meilleures possibilités. Parce que, comme je dis, le problème pouvait être subdivisé en sous-problèmes et on trouve comment les approcher séparément, c'est-à-dire aborder séparément et de créer des sous-solutions. Après, on peut encore les fusionner. Ça, c'est dépendamment de comment vous voyez la chose. Maintenant, le business benefit, il faut que chaque fois que tu penses à mettre une solution sur pied pour résoudre un problème dont tu as identifié, que tu penses comment est-ce que la solution mise sur pied sera bénéfique pour ceux qui vont l'utiliser. Si vraiment vous ne trouvez pas qu'elle sera bénéfique, alors, c'est-à-dire qu'elle ne va servir à rien. Et quand on parle d'être bénéfique, ce n'est pas toujours en termes financiers qu'on sort. C'est-à-dire, si par exemple, vous me sortez une solution, si par exemple, vous implémentez une solution d'intelligence artificielle qui permet qu'au lieu de réaliser une certaine tâche qui se faisait parfois en 3 heures de temps, on se retrouve en train de faire cela en 1 heure de temps, waouh, vous voyez que c'est bénéfique. Il y a un gain de 2 heures de temps. Et chacun trouve son compte. Donc, c'est un peu ce dont j'essaie d'expliquer là. Donc, pour ce slide, si quelqu'un a des questions, il peut poser. Sinon, je vais aller sur le prochain. Voilà, Le- numéro 53. Peut-être que tu fais partie du processus réactif pour y appeler une instruction d'effectuation. S'il vous plaît, quelqu'un a fait de parler, je ne sais pas si c'est une question qu'il pose ou bien. OK. Bon, dans le chat, il n'y a pas de questions présentement. Euh, je pense qu'on peut continuer avec Ouais. le prochain slide. Ouais, on va continuer. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'écrire dans le chat, ils peuvent aussi activer le microphone et dire, OK, j'ai une question, je vais me stopper, je vais m'arrêter, je vais répondre à votre question avant qu'on y continue. C'est pour ça que nous sommes là. OK. Là, comme je dis, après avoir capturé le business, après avoir compris de quoi il était question au niveau du business capture, il est maintenant temps de d'essayer de voir comment on peut circonscrire ce problème-là en utilisant les thèmes liés à l'intelligence artificielle ou au machine learning à un niveau élevé. C'est-à-dire, j'ai identifié le problème, le business problème. J'ai trouvé quel était le problème. Je me donne un peu des idées. J'ai trouvé un peu des idées comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Ou bien, en fonction du problème que j'ai identifié, je me suis dit, je peux résoudre ce problème-là de X ou bien de Y forme. Et j'ai aussi trouvé comment est-ce que cela peut être bénéfique pour mon écosystème ou bien pour l'environnement où je me trouve, ou bien pour ceux qui m'entourent et qu'on sort. Bon, donc déjà à ce niveau,
la question de savoir si notre business problème trouve une implémentation, trouve une implémentation en utilisant les thèmes liés à l'intelligence artificielle ou bien le machine learning. Ouais. Et le premier point pour cela, c'est value proposition. Un instant. Là, c'est le value proposition. Les questions de comprendre, on essaie de comprendre qui sera le end user, c'est-à-dire l'utilisateur final de la solution dont on pense qu'on va développer en utilisant l'intelligence artificielle. Qui sera le end user? Quels seront ses objectifs? Et comment cela lui sera bénéfique en utilisant l'intelligence artificielle ou bien le machine learning. Le prochain, decision making. Quand le premier point est déjà résolu, on a pu trouver des réponses adéquates par rapport au premier point. Le prochain, maintenant, c'est decision making. Tu dois donc pouvoir... Bouge-toi. il y a un microphone là qui est activé. Il faut un peu essayer de muter. S'il vous plaît, il y a une personne qui a un microphone activé avec un enfant. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. La personne a été mutée. Ah, ok, parfait. Ok, parfait. Donc, on est au niveau du decision making. Fantastique. OK. Donc, quand le premier point, le value proposition, a déjà été clarifié, on a pu trouver des réponses à ce point-là qui demandaient d'essayer de comprendre qui sera notre utilisateur final, c'est-à-dire celui qui va utiliser notre produit et quels seront ses objectifs, c'est-à-dire ses attentes en utilisant notre produit. Et également, comment est-ce que ces différentes solutions-là lui seront bénéfiques en utilisant l'intelligence artificielle? Alors, c'est à base de cela, c'est à base de tous ces éléments-là qu'on peut maintenant prendre une décision. Ça compte pas au prochain point, le decision making. Parce qu'on sait que les systèmes intelligents sont, ou bien peuvent, le plus souvent, nous permettre de prendre des décisions aussi effectives qu'ils soient. Et en fonction du scope qu'on a défini, en fonction de l'autre zone qu'on a circonscrit déjà au départ, on peut donc regarder, on peut donc regarder combien cela peut être bénéfique à ceux qui nous entourent et la fréquence avec laquelle les gens auront besoin de cela. Et en fonction de cela, on décide si on a besoin d'implémenter la solution ou pas. C'est-à-dire, on aura besoin de comprendre comment est-ce que la décision qu'on va prendre pour les différents process dont on aura besoin peut être interprétée dans le monde de l'intelligence artificielle.
Si cela trouve à des réponses de notre côté, alors on se fixe déjà cette décision-là et on essaye de voir à la prochaine étape comment est-ce qu'on peut l'implémenter. La prochaine étape, c'est comment l'implémenter, soit en utilisant le machine learning ou bien les AI services. Notre solution intelligente doit, à ce moment, utiliser soit une combinaison du machine learning ou bien de l'intelligence artificielle qui parfois sont parfois des solutions ou bien des outils dont on trouve directement à travers les cloud platforms ou alors depuis des depuis des machine learning PaaS, c'est-à-dire Platform as a Service. C'est-à-dire, à ce niveau, on a tout défini et maintenant, on parle dans la phase d'implémentation. Comment est-ce qu'on va pouvoir implémenter cette solution-là? Vous avez tout défini, on a décidé, on a pris la décision et qu'on sort. Maintenant, allons maintenant sur le côté pratique. Il faut utiliser. Soit on utilise nos méthodes traditionnelles, une framework, c'est-à-dire avec le TensorFlow et consorts, ou alors on utilise des AI services, c'est-à-dire des services qui nous ont déjà offerts par des cloud platforms, comme par exemple AWS de Amazon, ou alors qui déjà là-bas vous permettent de plus facilement de définir un modèle, de l'entraîner et voilà, de faire tout ce que vous avez besoin, même jusqu'au niveau du déploiement. Aujourd'hui, c'est communément utilisé les clouds. La plupart des gens utilisent des cloud platforms pour ces différents actions qu'il faut mener du côté de l'intelligence artificielle. Mais par contre, les cloud platforms ne sont pas gratuits. C'est parfois où on se trouve coincé ou bien bloqué parce qu'ils ne sont pas vraiment gratuits. Il faut dépenser un petit peu d'argent pour pouvoir utiliser cela. Mais en contrepartie, il nous apporte, vous dire vrai, un large champ d'action où on peut utiliser les différentes catégories de langage, de natural language processing, en text extraction, de computer vision, en speech recognition. Donc, on peut faire un ensemble de choses rapidement, utiliser quel outil de l'intelligence artificielle ou bien quelle technique de l'intelligence artificielle on a besoin sans pour autant maîtriser même un certain nombre de choses. C'est un ensemble de routines que la plupart des grosses boîtes aujourd'hui utilisent, les cloud platforms. Donc, quand on a identifié cela, que notre système intelligent nous a permis de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on aura besoin pour, pour, euh, pour l'implémentation de la solution dont on pense. Le prochain point, le prochain point sera de build notre modèle. Ouais. C'est quoi? Une question ou bien c'est un micro quasiment. Ouais, le prochain point là sera de build notre modèle, puisque avec bon, je vais prendre le raccourci avec le AI service qu'on a utilisé, on a eu déjà à sûrement extraire nos données ou bien utiliser les données qui étaient existantes. On a déjà préparé, on a déjà fait tout ce qu'on avait besoin de faire et il est une question de build notre modèle. On a entraîné le modèle, on va entraîner le modèle, on va le tester, après l'évaluer et qu'on sort. Et à la fin,
quand notre modèle est stable ou bien on évalue, on trouve que le niveau de précision ou bien le niveau d'accuracy, que le modèle est vraiment stable, alors on peut le déployer et on aura ainsi terminé avec cette partie de l'identification du business problem. Ouais, ouais, ainsi on aura fini la définition du business problem. Donc, pour cette première partie, ou bien pour ce premier point de la première partie, qui était comment identifier le business problem, si vous avez des questions, avant qu'on ne continue, vous pouvez, comme j'ai dit, soit écrire dans le chat, ou alors me les poser de façon vocale, c'est-à-dire vous utilisez votre microphone. Sinon, on va naviguer sur le prochain point qui est la collection et la préparation et la collection et préparation des données, la méthodologie de collection et préparation des données. OK. Avant de penser à collecter ou bien à préparer les données et consorts, collection and data preparation méthodologie, il est aussi important pour nous de comprendre quels sont les différents types de données qu'on rencontre. Quelles sont les données qu'on manipule le plus souvent? Et les deux grands ensembles de données qu'on connaît le plus souvent, qu'on rencontre le plus souvent, c'est les données structurées, structure data. C'est quoi les données structurées? Ce sont les données qui sont clairement définies et qui ont des patterns, ça veut dire qui ont, qui ont une signature bien définie et qui représentent à la fois les paramètres qui sont facilement identifiables, donc cette facilement identifiable et une structure bien connue, identifiable et parfois qui ont des patterns, c'est-à-dire qu'on connaît par exemple qui peut finir avec tel truc et qu'on sort. Donc, c'est des choses qu'on utilise communément sans problème. On a par exemple, on a des noms, on a des adresses, on a des dates de naissance et des numéros de téléphone qui sont des données structurées parce que c'est clairement défini. Par exemple, si je prends le numéro de téléphone, je peux écrire, je peux écrire un pattern, je peux donner un pattern d'un numéro de téléphone au Cameroun. On va vous dire non, un numéro de téléphone au Cameroun commence d'abord soit par un 6. Et après un 6, il y a un ensemble de chiffres qui doivent suivre, mais pas plus de 8, pas plus de 7, un ensemble de trucs comme ça et tout et tout. Avec ça, tu peux définir un range, une délimitation pour les numéros de téléphone du Cameroun. Et c'est comme ça que de façon alternative, on peut vérifier si un numéro de téléphone appartient à un opérateur téléphonique au Cameroun ou pas. Mais à quel opérateur téléphonique appartient un numéro au Cameroun. Parce que c'est clairement défini et pour nous, c'est aussi simple de pouvoir identifier. On peut directement, juste regarder un numéro de téléphone et savoir si c'est l'opérateur MTN, Orange, Camtel, par exemple, qui, à qui ce numéro est référencié. Parce que le pattern est déjà bien connu de tous. Et le deuxième grand groupe que nous connaissons aussi, c'est le unstructured data, c'est-à-dire les données pas vraiment structurées, les données qui n'ont pas de véritables patterns, pas vraiment facile sont pas facile, pas vraiment clair, pas facile à identifier et parfois sont uniformes. Et parmi ces données peuvent inclure des trucs comme des audios, des images,
des emails et consorts. Par exemple, sur une image, je ne peux pas, on ne peut pas te dire a priori quelles sont les informations qu'on peut avoir sur une image. C'est un peu comme cette présentation que vous voyez directement en face de vous. Si vous demandez peut-être à 5 personnes différentes quelles sont les données ou bien quelles sont les informations qu'il peut trouver sur cette présentation, on peut avoir 5 résultats différents parce que chacun va essayer de donner le maximum qu'il peut, mais il peut arriver qu'on oublie un certain nombre d'informations parce qu'il y a tellement de données là qu'on aura sur cette présentation. Donc, avant de penser à collectionner les données et à les préparer, il faut d'abord savoir quelles sont les données dont j'aurais besoin. Quelles sont les données qui sont aussi parfois à ma disposition. Quand on a déjà identifié ces choses-là, ces données, on peut maintenant envisager comment est-ce qu'on peut les collectionner. Dans certains cas de figure, ce sont des, des fichiers Excel qui sont déjà bien sauvegardés quelque part et dont on peut simplement lire le contenu et travailler avec. Dans d'autres cas, ces données sont quelque part dans le cloud ou quelque part où il faut les extraire. Par exemple, si on veut étudier, par exemple, les données de Twitter ou bien une tendance par rapport à un hashtag sur Twitter, un ensemble d'autres choses ainsi, alors on se retrouve obligé de trouver un modèle pour pouvoir extraire ces informations-là. Et c'est un mécanisme qui nous demande une certaine expertise, mais pas aussi très avancée. Donc, je voulais que pour la partie là, on essaie un peu de parler des deux des deux grandes techniques qui sont le plus utilisées pour l'extraction des données, pour extraire les données. Là, on parle quand on veut extraire un très grand volume de données, où on a plusieurs tables, on a des NoSQL databases, c'est-à-dire des bases de données sans véritable schéma bien spécifique et tellement large. On veut extraire ces différentes données-là. Alors, quels sont les différents mécanismes qu'il y a? Les deux mécanismes qu'on a, comme vous voyez sur la photo là, celui qui est en haut, c'est ETL, c'est pour ETL qui est pour Extract, Transform, and Load. Et le second qui est Extract, Load, et la fin c'est Transform. OK. Les deux paradigmes qui ont été utilisés pendant, bon, le premier paradigme de ETL, qui par contre est l'ancienne méthode qui était utilisée. Aujourd'hui, la plupart des gens ou bien utilisent le ELT. Le ETL, pourquoi c'était l'ancienne méthode? Vous savez, auparavant, ce n'est pas aujourd'hui, bon, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on commence à traiter les données. C'est pas aujourd'hui qu'on commence à utiliser les données. On le fait depuis très longtemps. Même le cloud, les cloud platforms n'étaient pas aussi développées comme elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cloud platforms très développées. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on se retrouvait à faire d'abord du ETL, c'est-à-dire du extract, transform, and load.
Donc, c'est un processus d'intégration qui permet aux organisations d'extraire des données de différentes sources, et enfin de les collecter tous dans une seule base de données qui est notre data warehouse. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et les différentes étapes, qu'est-ce que fait le extract? Le extraction là que vous voyez, l'extraction que vous voyez là, c'est un processus par lequel on extrait les données de la source qui peut être online ou bien on-premise ou bien depuis un système SaaS, Software as a Service, service ou bien depuis une autre base de données en utilisant des queries ou bien les change data capture process, et, et ces données sont transférées dans un endroit plus stable. Et quand on extrait ces données-là, par la suite, on a le premier process, par la suite, il y a une transformation. La transformation consiste à nettoyer les données. C'est quoi nettoyer les données? C'est-à-dire se débarrasser des données dont on estime qui ne seront pas vraiment intéressants pour ce travail dont on veut, pour ce travail dont on veut accomplir. Alors, pour cela, on se débarrasse de ces données. On ne trouve pas vraiment l'utilité de les conserver. Et aussi de transformer les données sur un format qui sera facilement consommable par notre target, par notre base de données. C'est-à-dire, si on trouve qu'il y a un ensemble d'informations, s'il y a un ensemble de fichiers ou bien de trucs comme ça, on peut directement transformer à ce niveau-là avant de stocker dans notre base de données. Et c'est quand maintenant elles seront stockées dans notre base de données qu'on pourra maintenant, avec nos différents processus de l'intelligence artificielle qu'on connaît déjà bien, qu'on pourra maintenant étudier les données, c'est-à-dire on récupère la donnée, maintenant on essaie de voir comment entraîner pour créer un modèle et un paquet d'autres choses. Donc maintenant, le processus de loading processus, c'est où les données formatées au niveau de la transformation sont acheminées ou bien sont chargées ou sont transférées dans notre base de données, prête à l'utilisation. Là, c'était l'ancien processus qu'on avait avant. Le nouveau, ce qui est le plus en vogue aujourd'hui, c'est qu'on utilise le plus, c'est le processus de l'extraction, loading and transformation. C'est-à-dire, on extrait d'abord les données depuis les différentes sources, qui peuvent être les SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, ou bien d'autres bases de données qui peuvent aussi arriver, on extrait, dépendamment de ce qu'on veut atteindre. Mais par contre, après cela, on ne transforme pas directement. On n'a pas de problème d'espace parce que le premier, parfois, certaines personnes disaient qu'ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir sauvegarder tout avant de traiter. D'autres disent, on va directement transformer euh, pour pouvoir nettoyer ce qu'on n'a pas besoin et transformer ce qu'il faut avant de sauvegarder. Ouais. J'ai eu moi-même travaillé sur un projet où j'étais obligé de faire ça parce que je n'avais pas une grosse base de données. J'avais juste 10 gigas.
Et les données que je prenais du Twitter étaient vraiment volumineuses. Chaque jour, il y avait tellement de données, donc je devais chaque fois transformer pour ne pas me trouver coincé. Alors ici là, directement après, on doit faire du loading. C'est-à-dire, on doit transférer ces différentes données qui ont été extraites dans notre target system, qui est notre base de données, qui est notre data warehouse, qui est notre Snowflake, qui est notre BigQuery, dépendamment de quel outil on utilise. Et c'est bien après cette transformation, c'est bien après ce loading-là, qui peut se faire typiquement avec un schéma ou bien un data type migration. Après cela, maintenant, on se retrouve maintenant à faire la transformation. En faire la transformation, on peut utiliser des tools comme les dbt, par exemple, pour pouvoir faire notre transformation. Et cette transformation-là est toujours faite dans l'intention de ce qu'on veut atteindre. On transforme cette donnée-là pour quoi? Quand on transforme cette donnée-là, c'est pour arriver où? C'est pour atteindre quoi spécifiquement? Quand on fait une transformation, c'est parce qu'on sait déjà quel type de données et sur quelle forme on a besoin d'avoir ces données-là. C'est pour cela qu'on fait cette transformation. Donc, là, c'est un peu les deux paradigmes qui sont utilisés. Mais comme je l'ai dit, le plus en vogue aujourd'hui, c'est celui-ci qui est le plus utilisé. Ah, vous avez des questions par rapport à ces paradigmes? If not, we need to move forward. C'est qu'on va évoluer avec du model training. Bon, je prends un verre d'eau de continuer. Parfait. So, là, on avance vers une autre partie encore aussi très excitante et intéressante, celle du modèle training. C'est quoi le modèle training? Pourquoi est-ce que le modèle training nous parle autant? Pourquoi est-ce que le modèle training, je trouve ça, pourquoi est-ce que je trouve cela intéressant? Le modèle training est pour nous vraiment très intéressant parce que, rendez-vous compte, il y a un ensemble d'étapes qu'il faut réaliser. On a déjà parcouru comment identifier le problème. On a vu qu'après avoir identifié le problème, il faut trouver un ensemble de solutions pour résoudre notre problème. Et bien après avoir trouvé un ensemble de solutions pour résoudre notre problème, il faut maintenant trouver quelles sont les données dont on a besoin pour pouvoir réaliser, pour pouvoir implémenter une certaine solution. On passe sur la base que tout cela est déjà réuni. Nous avons déjà pu collectionner tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui nous reste donc à faire maintenant pour pouvoir build notre modèle? Alors, c'est ici qu'on va parcourir les différentes étapes dont on a besoin pour pouvoir build notre modèle. Et la première étape pour pouvoir build notre modèle est celle de de créer des algorithmes. C'est ça de créer des algorithmes. On a plusieurs options. Soit on utilise les algorithmes déjà existants, soit on crée les nôtres, puisque ces algorithmes ne sont pas des choses sorcières ou inventées. C'est tout simplement des instructions mathématiques qui sont écrites et qui, par la suite, quand on les exécute, ça permet à l'ordinateur, à notre laptop computer
ou bien de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il doit faire exactement. Donc, c'est vraiment important pour nous de choisir ou bien soit de créer ou bien d'implémenter un algorithme qui va nous permettre de pouvoir créer des prédictions ou bien nous permettre de faire des classification machine learning ou bien alors des decision tree ou bien du artificial neuronal network. Et ainsi, notre AI modèle pourra facilement apprendre depuis les données que nous avons pu recueillir. C'est-à-dire une routine, parce que il faut qu'on comprenne un peu bien. L'intelligence artificielle fait dans l'automatisme. Et si on a déjà pu extraire ou bien arranger, préparer nos données dont on sait qu'on va utiliser, ces données-là vont être utilisées pour entraîner notre modèle. Et notre modèle apprend à partir de ou bien s'adapte à partir de ces données-là. C'est-à-dire, il essaie de comprendre les différentes données qu'on a et en fonction de ce qu'on veut, il peut nous créer un cluster, il peut nous permettre de faire des prédictions, il peut nous créer un decision tree et consort, c'est dépendamment de ce que nous on veut atteindre. Dans cette phase-là, vous avez que soit deux options, implémenter vous-même votre propre algorithme, ou bien alors essayer d'utiliser les algorithmes déjà existants qui vous rendront vraiment la vie facile. Là, c'est la première étape pour la création d'un modèle, d'après moi. La prochaine étape, il s'agit de train l'algorithme. Je vais commencer à expliquer. Il s'agit de train l'algorithme, puisque si vous remarquez là, il dit so that the model can learn from the dataset. Après avoir créé l'algorithme, après avoir choisi l'algorithme et consort, on veut dire notre AI modèle peut maintenant apprendre, peut maintenant s'adapter ou bien nous donner des véritables outcomes en fonction des données collectionnées. La prochaine étape, c'est de train l'algorithme. C'est ce qu'on fait déjà pour, pour avoir une meilleure qualité, pour un modèle qui sera de haute qualité. Il est important pour nous d'entraîner notre modèle en utilisant les données qui ont été collectionnées et de ne jamais oublier de définir, ne jamais oublier de définir un, ne jamais oublier de définir désolé un peu là, je me suis étouffé. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour avoir un modèle qui sera vraiment de meilleure qualité, il est important pour nous de définir, d'entraîner notre modèle en utilisant les données qui ont été collectionnées et aussi de, de définir un seuil minimum acceptable. Comme je l'ai dit plus haut pour un exemple, je ne me souviens plus trop quel était l'exemple. Tu peux, bon, par exemple, pour les fake accounts, si je me souviens, pour la fraude, tu peux définir un seuil là-bas peut-être à 90%. C'est-à-dire, ou bien tu peux à 90%, c'est-à-dire, tu peux dire, OK, regarde pour les fake accounts, j'ai envie de supprimer, de bloquer tout
Oui, oui, allô. Donc, Monsieur Talagera a eu un léger souci de connexion. Il nous revient dans quelques instants. Ah, ok. Allô? Vous me Oui, oui, recevez? oui, oui, on te reçoit. Ah, ouais, ouais. Mon Zoom m'a craché à un moment donné là. Je peux pas vous expliquer le quoi. C'est une mise à jour que j'avais refusé de faire depuis qui est venue créer tout le bordel là. Vraiment désolé. I'm still sharing my screen. Sharing so, so, on va continuer. On s'est stoppé. Ok, là, je demande de me share ce screen, s'il te plaît. So, on teste le modèle training. So, donc, comme je disais, pour entraîner notre algorithme, il était important pour nous d'utiliser les données qu'on a collectionnées et de définir un seuil minimum acceptable. Là, ça fait partie toujours comment dire, requirement. Ça fait partie de nos différentes attentes en fonction de la solution dont on veut atteindre ou bien dont on veut développer. Chacun peut définir ce seuil minimum-là comme il le semble. Il n'y a pas une règle spécifique pour définir ce seuil-là. À chacun de voir comment est-ce qu'il peut euh, définir ce seuil-là. Le prochain point, c'est maintenant choisir la bonne ou la meilleure plateforme qu'on trouve intéressante pour nous et aussi où est-ce qu'on va le déployer. Alors, pour cela, communément, en dehors d'entraîner notre AI modèle, nous avons aussi besoin d'utiliser vraiment une plateforme adéquate. Et toutes ces choses-là, on doit pouvoir déjà le définir plus haut. Nous avons, par exemple, bon, à ma connaissance, il y a deux plateformes qu'on peut utiliser, deux grandes plateformes qu'on peut utiliser pour pouvoir, deux grandes frameworks qu'on peut utiliser pour pouvoir implémenter nos différentes solutions de l'intelligence artificielle. Par exemple, nous avons le in-house framework. Le in-house framework, vous avez quelques exemples comme le Scikit, le TensorFlow et le PyTorch pour ne citer que ces exemples-là, ou bien alors utiliser les Cloud Frameworks. Comme je l'ai dit plus tôt, les Cloud Frameworks sont des trucs qui sont de plus en plus utilisés. Les Cloud Frameworks, là, par exemple, les Machine Learning has Service Platform ou bien les Machine Learning in the Cloud. Ce sont des trucs qui sont le plus souvent utilisés quand vous avez un compte sur AWS, ça veut dire d'Amazon, ou alors de Microsoft Azure, qui sont les deux
plateformes, deux grandes plateformes avec lesquelles j'ai eu à travailler jusqu'à présent. Avec ces deux plateformes, donc avec ça, c'est les deux grands frameworks qu'il faut savoir. Et maintenant, dépendamment de comment est-ce qu'on veut travailler, ça veut dire, si on choisit le In-House Framework, la plupart du temps, quand on choisit le In-House Framework, avec les différents plateformes que j'ai définies là, les plus en vogue, il est donc intéressant de pouvoir choisir avec quel langage de programmation on va évoluer. C'est-à-dire, si on veut utiliser le TensorFlow, il faut savoir, est-ce que c'est avec du C++, du Java, du Python, ou bien du R, ou bien du Node.js qu'on souhaite travailler avec. Bon, si c'est à moi de faire le choix, je prendrai d'abord le Node.js, après Java et Python. Ça, c'est dépendamment de chacun ses compétences et de ce qu'il veut vraiment atteindre quand il est en train de faire certains projets. Donc, quand toutes ces étapes-là ont déjà été faites et qu'on sort et que tout se passe très bien, ce qui nous reste donc à faire, c'est simplement de déployer notre modèle. Donc, en fin de compte, quand tout cela a été bien réalisé, tout ce qu'il nous faut faire, c'est de déployer notre modèle et aussi de temps en temps faire la maintenance, c'est-à-dire de contrôler, c'est-à-dire de contrôler notre modèle après le déploiement pour s'assurer qu'il continue toujours de garder la même performance et que tout se passe aussi bien. Et que toutes les opérations qu'on a eu à définir sont toujours en train d'être exécutées, toujours comme il se devait. Donc, ça, ce sont pour moi les grandes phases qu'il faut avoir en tête quand quand on parle du modèle training, en principe. Quand on parle du modèle training et qu'on a déjà défini le problème et qu'on a déjà circonscrit les données dont on aura besoin, c'est cette phase qui, d'après moi, est aussi très importante pour entraîner le modèle. Quelqu'un pose une question? Bien. Nothing. OK, cool. So, donc, le prochain, s'il n'y a pas de questions, on va évoluer sur la prochaine, la dernière étape de notre présentation de la première partie, qui sera l'évaluation de la performance de notre modèle. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la performance de notre modèle? Ouais, c'est aussi une question qui revient le plus souvent. Et bon, c'est pas aussi facile, mais ce n'est pas aussi compliqué, pour le dire comme ça. C'est aussi là comme ça, là. Bon, là, j'ai cité certaines techniques. J'ai cité un peu là certaines techniques qui sont utilisées pour évaluer la performance d'un modèle. Il y en a plusieurs. J'en ai cité près de 5 que je trouve intéressantes, ou bien, dont les gens ont le plus souvent parlé. Et la première, c'est de confusion matrix, où on parle des true positive, false positive, true négatif, false négative. C'est quoi ces true positive? Et comme vous voyez sur l'image là, à droite, on a le actual et on a le predicted. On a le true positif, c'est-à-dire, je vais essayer un peu de, bon, pas si mal défini là. Predict positive and actually positive, voilà. Donc, il y a l'actuel. L'actuel, c'est donc, c'est quoi actuellement on pense que ça va être vrai
et ce qu'il prédit est vraiment vrai. C'est ça qu'on appelle le true positif. Maintenant, le false positif. On dit ce qu'on pense actuellement est négatif et ce qui est prédit est positif. C'est ça le false positif. Maintenant, le false négatif. Ce qu'on pense est positif, mais l'actuel, bon, pas ce qu'on pense, l'actuel état est positif, mais ce qui est prédit est négatif. Mais ce qui est prédit est négatif. Alors, c'est le false négatif. Et le true négatif, c'est clair, les deux sont négatifs. L'actuel et le prédit sont négatifs. Donc, ici, là, il faut comprendre un peu comme quoi c'est le plus, ça c'est le moins. Les deux signes, ça donne ce que vous voyez là. Donc, ça peut être parfois, c'est parfois ennuyeux, il faut le dire. C'est parfois un peu difficile de bien comprendre ces choses-là, mais c'est à force de travailler avec qu'on finit par s'adapter. Il y a plusieurs exemples, comme il dit, tu prédis quelque chose, un état actuel, par exemple, qui est déjà positif, tu prédis la chose et tu essaies de faire une prédiction et elle s'avère négative. Alors, c'est le false négatif. C'est le false négatif pour la simple raison c'est que au départ, elle était positive. Mais quand tu prédis, elle devient négative. C'est un peu ça. Et le prochain, non, en faisant des samples, il y a savoir, on peut essayer d'évaluer la performance de notre modèle. Le prochain, c'est l'accuracy, qui est aussi beaucoup utilisé pour évaluer un modèle. Qui est aussi beaucoup utilisé pour évaluer un modèle. L'accuracy et la précision, bon, ils sont pas très loin, mais vous voyez là, plus bas, il y a une formule pour savoir comment on peut évaluer cela. Les TP, TN qui sont là, c'est ceux qui qui ont été entrés ici entre parenthèses dans le trou positif, le trou négatif, le trou positif, et false positif, trou négatif, et false négatif. Donc, c'est l'un des, c'est l'un c'est l'un des métriques utilisé le plus souvent pour évaluer un modèle ou bien pour juger un modèle. L'évaluation est pour juger un modèle, mais parfois il n'est pas très performant pour évaluer la performance. Mais puisqu'il permet de juger si un modèle est bon, on le classe parfois comme est un élément qui nous permet d'évaluer la performance d'un modèle. Et nous avons là devant nous une formule qui est utilisée pour pouvoir utiliser la technique de l'accuracy pour estimer si notre modèle est valide ou pas. Tout ce que je vous propose là, ce sont des trucs qui sont aussi utilisés avec les cloud platforms. Les cloud platforms aujourd'hui nous donnent beaucoup plus de facilité. C'est-à-dire, après avoir entraîné ton modèle, après l'avoir testé même, tu as aussi la possibilité d'évaluer ton modèle et de choisir avec quelle technique tu souhaites vraiment l'évaluer.
The next one will be the precision. La précision qui nous donne en termes de pourcentage, qui nous donne le pourcentage, qui nous donne aussi la possibilité de pouvoir évaluer la performance de notre modèle. Comme vous voyez là, how much the model is right when he say he is right. C'est-à-dire qui nous permet vraiment d'évaluer la performance de notre modèle quand on estime vraiment qu'on a bien évalué notre modèle, alors qu'est-ce que ça donne réellement quand c'est vraiment implémenté. Et là, c'est la formule qui est utilisée, qui est tout juste là, à l'angle à droite. Le prochain, c'est le recall, ou le sensitivity, ou le true positive rate. Vous verrez, la formule à droite n'est pas très loin de celui de la précision parce que la seule différence, c'est que ce qui change en bas là, ici là, c'était le false positif qu'on utilise, mais là, c'est le false négatif. C'est-à-dire, pour bien comprendre ça, il faut encore revoir un peu notre confusion matrice qu'on a présentée au départ et vous aurez une meilleure idée. Donc lui, ce qu'il fait, c'est le half much extra right ones the model miss when he show the right ones. C'est aussi une autre méthode qui nous permet d'évaluer ces histoires. Comme je disais au départ, l'évaluation d'un modèle est parfois une étape dont plusieurs personnes ne prêtent pas attention et on parle de moins en moins de l'évaluation du modèle, mais c'est aussi un truc qu'on recommande, qu'on conseille aux gens quand tu veux faire vraiment une solution robuste et que tu ne veux pas faire dans le jonglage et qu'on sort. Tu essaies de parcourir toutes les étapes-là et avec ça, tu peux, en fin de compte, parler avec plus d'exactitude quand tu veux faire les questions d'expliquer ou bien de vendre ta solution. The last one, le dernier, que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le F1 score. Dans l'évaluation, c'est 2 fois la précision multipliée par le recall divisé par la somme de la précision et du recall. Quand tu as tout ça, ça te permet d'avoir un meilleur score. Donc, pour ma part, je dois recommander le F1 score aussi est beaucoup plus utilisé, pour l'évaluation de modèles parce qu'il englobe la précision et le recall qui est un mélange du false qui a déjà le false positif et aussi le false négatif. Donc, il touche un peu tous ces différents trucs de la machine confusion. On a aussi également le PRQ, dont je n'ai pas sûrement trouvé très nécessaire, du rock curve, qu'on peut aussi utiliser pour évaluer un modèle. Je n'ai pas aussi vraiment voulu en parler parce que bon, ce n'est pas très utilisé comme ce dont je vous ai présenté, dans les cartes dont j'ai eu à présenter déjà. Voilà. Voilà un peu tout ce qu'il a pour évaluer un modèle. Donc, c'est quoi évaluer un modèle? C'est de savoir si ton modèle est vraiment stable, à quel niveau, et comment ça, et tout, et tout. Et en fonction de ça, tu peux te faire une bonne idée. Tu peux savoir si tu peux augmenter la performance, s'il y a un truc à corriger, ou alors de voir ce qu'il faut améliorer, dépendamment de nos attentes. Donc, ainsi dit, nous serons arrivés à la fin de notre présentation de la première partie
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je suis là pour vous. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on va prendre une petite pause et après, on va continuer avec la partie 2. Mais pour le moment, j'attends vos questions. Non, merci beaucoup, Monsieur Tala, pour cette brève.